Donc les premiers vrais ouvrages lyriques de Charpentier vont être écrits pour une scène privée, en fait, qui est la scène de Madame de Guise, qui produit ça chez elle, dans son hôtel à Paris, avec une troupe réduite, puisque les interdictions de l'Académie royale de musique frappaient donc absolument toute production lyrique. On n'avait pas le droit d'utiliser des violons, on n'avait pas le droit d'utiliser des chœurs, on était limité sur le nombre d'instrumentistes, etc. Mais j'ai abordé Actéon aussi avec une troupe qui, dans ma fosse, sera plus grande que les forces que Charpentier avait à sa disposition. Ah, bonjour. Nous avons effectivement utilisé des très jeunes gens qui ont été recrutés un par un, aussi bien dans la fosse que sur le plateau, et pour ce projet spécifique, ce tricentenaire de la mort de Charpentier. Alors, Juno. Chasseur, n'appelez plus, qui ne vous peut entendre. Actéon Séro, à Thèbes, adoré, sous la peau de ce cerf, vos yeux déchirés, et par ces chiens dévorés, chez les morts. Tu vois que tu pourrais faire chez les morts avec en chantant le M carrément. Chez les morts. Quand tu fais déchirer, tu fais attention que ça soit pas moins. Ah, vos yeux déchirés. Pas tomber là. Sous la peau de ce cerf. Sous la peau de ce cerf, vos yeux déchirés, et par ces chiens dévorés, chez les morts. Bien de descendre. Ouais, c'est super. Il y a trois petites choses. Tu fais attention. Pour la plupart, ce sont des gens qui sortent des conservatoires, ou qui y sont encore d'ailleurs, qui ne sont jamais montés sur un plateau, donc qui avaient tendance à être rivés sur le chef, qui ne savaient pas bouger, qui étaient un petit peu comme des piquets. Et c'était un travail magnifique que de les voir évoluer sur le plateau. Faisons monter nos cris,
on a une chance absolument inouïe que de pouvoir montrer cette musique Louis XIVienne dans les murs même de Versailles. Je pense que c'est un privilège et une chose qu'ils n'oublieront pas de leur vie. C'est beau ici, hein? On est au complet, c'est merveilleux. Bien. Alors, les chanteurs, bonjour. Vous y voyez quelque chose, les chœurs? Oui. Alors, 23, on y va? Allez. Il faut une section douce pour entamer le premier acte. Quand Lully meurt en 1687, ouf, pour tous les compositeurs du royaume, ils vont pouvoir enfin composer des opéras eux-mêmes. Elle n'est pas là, Stéphanie? Un petit de sans verser. C'est ça? Oui. D'accord. Charpentier a 50 ans, nous sommes en 1693. Il compose Médée sur un livret de Thomas Corneille, et c'est l'échec. 1, 2, 3, et... Même chose, c'est pas de la musique médiévale, hein. Même chose. Un, deux, trois, et... Simplement maintenant qu'on rentre dans le drame. Médée pour Charpentier, je me demande si c'est une étape ou si c'est pas plutôt un aboutissement. Charpentier décide de faire cet ouvrage en connaissance de cause, sachant très bien qu'il allait à l'échec. Pourquoi? Charpentier, qui était, il faut bien savoir, un très très grand observateur et grand caricaturiste, très au fait de ce qui se passait autour de lui, dans son époque, dans sa ville, à la cour, a décidé vraiment une dizaine d'années après la mort de Lully, pas de prendre une revanche, mais de dessiner à fort coup de crayon ce qu'était la société. Il y a toutes les flûtes, la basse de flûte... À mon avis, il a observé depuis tant d'années, 20-30 ans, son époque, comme un écrivain va faire un pamphlet où... Voilà, j'avais envie de vous dire ça. Toc.